Mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre numéro de Gouvernance locale en marche. Nous recevons Pascal Godjo, il est consultant en Project Management en bâtiment et data center. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Alors, de quoi est-il question exactement lorsqu'on parle de Project Manager? C'est quoi votre travail au quotidien? Project Manager, c'est... En français, c'est chef de projet. Oui. C'est vrai que je préfère plus l'expression en anglais. Oui. Project Manager, parce que chez les anglo-saxons, c'est plus large. Un Project Manager a une forte autonomie. Donc maintenant, pour ce qui s'agit du bâtiment, en réalité, je suis Project Manager sur la partie lot technique. Parce que quand, dans le bâtiment en général, il y a la partie gros œuvre qui concerne la structure, tout ce qui est second œuvre, menuiserie, bois, etc. Maintenant, il y a la partie lot technique. Oui. La lot technique, ça comprend l'électricité, courant fort, courant faible, ça contient la sécurité incendie, ça contient la climatisation, ça contient le désenfumage, ça contient la plomberie. Voilà, donc je suis spécialisé Project Management sur la partie lot technique dans le bâtiment et dans le data center. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut faire un bâtiment comme celui-ci, on vous consulte en avance? Oui, on me consulte, que ce soit à la conception, que ce soit à la construction, que ce soit en exploitation. Non. À la construction, oui. J'interviens à quel niveau? À la construction, il faut faire des plans de design. Il faut penser le bâtiment. Oui. Ben, il faut faire la conception électrique, il faut faire la conception de climatisation, la conception de désenfumage, la conception de sécurité incendie. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut étudier en fonction de la catégorie du bâtiment sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc un consultant comme moi, en fait, j'ai la capacité de ressortir tout ce qui est exigence normative. Comme là, on est dans un magnifique hôtel. C'est un hôtel, ok, ça fait partie de la catégorie des établissements du public, du type O. Maintenant, à cette catégorie est assujetti un ensemble d'exigences normatives. Donc, à la conception, dans un consultant comme moi, je vais donc recenser tout ce qui est obligation. Ok. Normatif, pour que la norme soit respectée. Ouais, justement, et qui sert donc d'éléments de base pour faire les études. Ouais. Quand on fait les études, il y a la phase APS, avant un projet sommaire, okay, où on sort tout ce qui est ratio, d'éléments qu'on va s'appuyer en fait pour concevoir le projet. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe à la phase APD, oui. qui est avant-projet définitif, qui permet de ressortir tout ce qui est livrable du projet, notamment tout ce qui est pièces écrites, notamment les cahiers des clauses techniques, préparatoires, tout ce qui est devis quantitatif, estimatif. Donc tout ce qui est chiffrage du projet, on sort tout ce qui est pièces graphiques, notamment les plans, les synoptiques, les schémas, les détails, les fiches techniques. Donc une fois la phase APD terminée, oui. C'est ça qui permet donc de constituer ce qu'on appelle le DCE, le dossier de concertation des entreprises. C'est donc ça que les maîtres d'ouvrage et clients généralement utilisent le DCE pour consulter les entreprises. Wow. On lance ces consultations, okay, pour sélectionner les entreprises qui vont exécuter le marché. Après votre travail, après que votre travail soit... Donc, ça, on est sur la partie conception. Oui. Maintenant, quand on a consulté les entreprises... Et qu'on a identifié l'entreprise qui correspond? Bon, en fait, quand on consulte les entreprises, parce que les entreprises candidatent. Oui. Il faut donc sélectionner méticuleusement les entreprises qui peuvent faire le job. Okay, parce que voilà, et la sélection, on s'appuie sur le dossier administratif. Oui. Est-ce que l'entreprise est en règle? Est-ce que l'entreprise a la capacité pour pouvoir gérer le projet? On s'appuie sur les éléments techniques. Est-ce que l'entreprise a compris techniquement de quoi il s'agit? Ok. Et on s'appuie également sur les arguments financiers. Oui. Est-ce que le chiffrage que l'entreprise a fait, ça rentre dans l'enveloppe qu'on a prévue dans le projet? Donc, ces 3 points, administratif, technique, financier, on indexe à chaque point un barème okay, qui permet d'avoir une notation finale pour l'entreprise. C'est ça qui fait en sorte que, ok, on a 5 entreprises, on va dire que, ok, à la fin on produit un rapport ACT. ACT, c'est analyse des contrats pour la passation des travaux. Oui. Donc
Donc, on produit ce rapport. Nous, moi, par exemple, en tant que consultant, ok, donc on produit ce rapport pour permettre de dire que, ok, suivant tel élément d'évaluation, l'entreprise X arrive en première position, l'entreprise 2, l'entreprise Y arrive en deuxième position, l'entreprise Z, troisième. Maintenant, on fait le rapport, on remet au client. Le client maintenant, c'est dans sa discrétion. Il peut décider de prendre la deuxième entreprise. Oui. Il peut décider de prendre la troisième entreprise. Mais il a un rapport fidèle. Oui, il a un rapport fidèle et voilà, neutre. Oui. Parce que ça dépend des affinités que le client peut avoir, ça dépend des intérêts aussi que le client peut avoir. À passer un marché à... Donc, ouais. Ça, c'est la partie conception. Ouais. Une fois que le client a sélectionné l'entreprise qui doit faire le travail, on bascule en phase exécution des travaux. Vous intervenez toujours. Donc, en phase d'exécution, en tant que consultant, j'interviens à quel niveau? Il faut faire le planning d'exécution des travaux. Il faut accompagner l'entreprise qui va faire la liste de ses livrables. Oui. Parce que en phase conception, le niveau d'étude n'est pas parfois poussé. Quand on est en exécution, maintenant, il faut adapter les études aux réalités du terrain. C'est pourquoi les entreprises en général refont des études d'exécution pour confronter, ok, voilà, est-ce que ce qui a été prévu dans le marché, est-ce qu'il n'y a pas d'écart, voilà. Ouais. Donc, ressortir la liste des livrables, il faut faire le planning d'exécution où on ressort les différents jalons du projet. Oui. Parce qu'un projet a un début, a une fin, et maintenant, en intermédiaire, on a plusieurs jalons. Dans un jalon, c'est la fin d'une étape importante du projet. Donc, par exemple, dans un hôtel comme ça, on peut mettre comme jalon, par exemple, sur la partie gros œuvre, lorsqu'on coule chaque dalle, la dalle par exemple du premier étage, deuxième étage, etc. Donc on peut mettre ça comme chaque jalon. Oui. Sur la partie électricité, on peut mettre comme jalon le tirage de tout ce qui est câble, d'alimentation, voilà, la pose des tableaux électriques. Donc en fait, les jalons, on s'assoit, on produit un planning d'exécution consensuel où on intègre les réalités de chaque entreprise, les difficultés. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que le client doit avoir un visuel, un délai estimatif d'exécution du projet. Et par étape. Voilà, par étape. Et maintenant ce planning, on le met à jour au fil de l'eau. Parce que quand on a un projet comme ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est le COPIL, ce qu'on appelle le comité de pilotage. En général, on conseille parfois d'avoir un COPIL une fois par mois. C'est une réunion stratégique où le client intervient, toutes les parties prenantes importantes du projet interviennent. On les présente, l'avancement du projet, l'avancement financier, les points bloquants qui ne sont pas du ressort de l'entreprise. Donc voilà, à chaque COPIL, on met le planning d'exécution à jour. Et je parlais de... Ça, c'est la phase d'exécution. Maintenant, pendant l'exécution, il faut gérer les clashs. Oui. Il y a les synthèses techniques à faire avec les entreprises. Ensuite, il y a la partie commissioning. Le commissioning, en fait, ça concerne les OPR, les opérations préalables à la réception. Oui. Donc, quand on a presque terminé les travaux, chaque entreprise fait ce qu'on appelle les autocontrôles pour vérifier que, est-ce que l'ouvrage qu'on a exécuté, ça marche conformément à ce qui a été prévu dans le marché. Et en tant que consultant, je peux également accompagner dans ce sens. Et ensuite, c'est la réception. Pendant la réception technique, on analyse, on sort tout ce qui est réserve. Et il y a la levée des réserves et après le projet est considéré réceptionné. Donc ça, j'ai un peu décrit là, globalement la vie. Ah, alors, là, ça semble être... certains vont dire c'est uniquement pour les grands projets. Est-ce que c'est uniquement pour les grands projets ou alors quiconque a un projet de construction devrait consulter un project manager? Normalement, vous savez que ce que j'ai présenté, c'est plus taillé sur mesure pour les grands projets. Oui. Mais il est important de rappeler que tout est projet dans la vie. Il faut juste ajuster les inputs et les outputs. Oui. Ce sont les inputs et les outputs qui doivent correspondre à la taille du projet comme je suis en train de travailler. Mais lorsqu'on construit généralement, c'est un projet important où on investit, on met de l'argent. C'est toujours bien de se faire accompagner. Oui. Peut-être pas au niveau d'exigence de la construction d'un hôtel, mais c'est toujours bien d'avoir un consultant. Le consultant, il va vous accompagner dans l'établissement de tout ce qui est par exemple schéma électrique. Parce qu'une maison dont l'architecture électrique est conçue
dans les règles de l'art, est une installation qui va durer. Il y aura moins de risques. Dans le consultant, il peut également accompagner dans la sélection du matériel pour exécuter les travaux. Parce qu'un plan peut être bien, mais la qualité du matériel fait problème. Déteint sur l'ensemble du projet. Donc, un consultant, il peut également accompagner dans l'achat. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on achète le matériel, il vérifie, ok, est-ce que c'est un matériel de qualité? Parce qu'un plan qui est conçu conformément à la réglementation, et un matériel qui est conforme, et des techniciens qui savent exécuter les travaux, ça garantit, si je prends le cas de l'électricité, c'est une installation qui fera en moyenne 15 à 20 ans. Donc un consultant, que ce soit pour les petits projets, il peut également accompagner dans ce volet. Qu'en est-il du data center? À ce niveau-là, vous intervenez comment? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Le data center. Le data center, il y a de nombreux traits d'union avec le bâtiment, mais sauf que le data center, la spécificité, un data center c'est quoi? C'est un centre de données. Donc c'est un bâtiment qui abrite les infrastructures techniques qui garantissent le fonctionnement des serveurs IT 24 sur 24. C'est ça qu'on appelle un data center. Donc, quand je parle de serveur IT, je vais prendre un exemple très simple. Je prends par exemple Orange Money. Orange Money, c'est la monnaie numérique. Ça tourne grâce à des serveurs qui tournent en continu parce que c'est logé dans un data center. Donc, simulons par exemple un cas où on a peut-être 1 heure de temps, Orange Money ne fonctionne pas au Cameroun. Vous savez le manque à gagner que ça... Il est énorme. Ça peut créer, voilà. Donc, je présente cet exemple pour montrer que, dans un data center, la criticité est complètement différente par rapport au bâtiment parce que dans le data center, on a des exigences de base, c'est-à-dire que les serveurs doivent fonctionner H24. Oui. Donc, on a une criticité sur la continuité des services. Donc, l'électricité ne doit jamais s'arrêter. Le refroidissement ne doit jamais s'arrêter. Parce que dans un data center, on ne climatise pas, on refroidit. Parce que les serveurs dégagent de la chaleur, on refroidit. Donc, la spécificité du data center, on travaille en environnement critique qui ne doit pas s'arrêter. L'installation doit être résiliente, l'installation doit être redondante. Ça veut dire que dans la conception, il faut prévoir un plan A, il faut prévoir un plan B. Ça veut dire que si on a un problème d'électricité sur la voie A par exemple, la voie B reprend sans qu'on perde de données, sans qu'il y ait arrêt technique. Wow. Donc voilà, en fait, on va du coup présenter tout ce que vous avez dit est très intéressant, mais pour un jeune qui vous regarde, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on devient consultant, project manager? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le parcours? Comment est-ce qu'on en arrive là? Ok. Project management en bâtiment et data center, il faut dire, ça rentre dans le domaine de la construction. Oui. Maintenant, la partie data center se classe parfois dans la partie industrie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, par exemple, on parle du big data. Donc, ce sont des grosses infrastructures qui doivent faire tourner les serveurs qui sont très... Donc, c'est l'industrie en fait. Oui. Donc, formation de base pour avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Si je reste dans le data center, il faut être polyvalent. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un parcours, je pouvais dire ça comment, j'ai la chance d'avoir un parcours diversifié. Voilà, parce que j'ai un DUT en génie thermique et énergétique, j'ai une licence en génie électrique et j'ai un diplôme d'ingénieur en énergie renouvelable. Ce qui fait en sorte que ça me donne les bases pour comprendre tout ce qui est thermique, énergie. Donc, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études. Un ingénieur d'études, c'est quelqu'un qui doit être capable de faire des notes de calcul, faire ce qu'on appelle trivialement les dimensionnements. Oui. Quelqu'un qui doit être capable de dessiner, faire des plans sur des applications de dessin assisté par ordinateur. C'est quelqu'un qui doit avoir cette capacité de rédiger des notes techniques.
comment expliquer le fonctionnement d'une installation, voilà. Ça commence par là-bas. Donc, ce que j'ai cité, c'est applicable pour la climatisation, c'est applicable pour l'électricité, c'est applicable pour la sécurité incendie. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle des chaînes fonctionnelles. La climatisation est une chaîne fonctionnelle, l'électricité est une chaîne fonctionnelle, la sécurité incendie. Donc, dans chaque chaîne fonctionnelle, il faut être capable de faire des notes de calcul, dimensionner, d'écrire les procédés techniques, tout ce qui va avec. Donc, pour avoir le profil que j'ai aujourd'hui, il faut être polyvalent. Et la polyvalence, ça vient avec le temps. J'ai eu la chance de travailler dans des projets pertinents en termes de qualité, et voilà, ça m'a permis d'apprendre un sujet A, de switcher à B, et à chaque fois j'ai essayé de me challenger comme ça. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui je suis polyvalent. Je fais à la fois l'électricité, je fais la climatisation, je fais la sécurité incendie, je fais le désenfumage, je fais la plomberie. Donc, mais ça c'est plus lié à mon parcours. Donc j'ai une formation. C'est cette polyvalence qui fait de vous un consultant. Cette polyvalence, au départ, je ne voyais pas ça comme une force, mais aujourd'hui, je comprends. Parce que quand j'arrive quelque part, je suis dans une réunion, oui, j'ai cette capacité de switcher d'un sujet A à un sujet B facilement. Mais sinon, voilà, les parcours standards, c'est quoi? C'est que, ok, ben, vous allez voir, dans des équipes de project management, il y a quelqu'un qui est en charge de l'électricité. Il s'occupe uniquement de l'électricité. Okay, il fait tout ce qui est dimensionnement, etc. Voilà, il fait tout ce qui est design, il se concentre dessus. Mais quand on commence à faire plusieurs projets, à un moment donné, on veut se diversifier. Oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on observe. Quelle est votre perception de ce phénomène? Je parle des bâtiments qui s'écroulent, des immeubles qui sont déjà conçus. On a eu un cas, par exemple ici dans la ville de Bafoussam, où il y a un grand hôtel, un grand projet d'hôtel qui était en construction près de la Kaplami, mais on a dû tout renverser parce que le bâtiment s'enfonçait. Comment est-ce qu'on en arrive là? Quelles peuvent être les raisons d'un tel échec? Pour moi, je pense sincèrement, c'est plus un problème d'encadrement. J'explique rapidement. En principe, pour obtenir un permis de bâtir ou un permis de construire, il faut se rapprocher de la communauté urbaine. Il y a un dossier qu'il faut effectivement effectuer. Dans le dossier, il est exigé tout ce qui est plan de structure. Le plan de gros œuvre, par exemple, c'est exigé. Donc, généralement, c'est l'architecte qui signe les plans. Pour que ça puisse passer au niveau de la communauté urbaine, okay, il faut qu'un architecte agréé vise. Une fois que c'est visé, ce qui devrait se faire, c'est que quand on lance les travaux, la communauté urbaine devrait assurer un suivi. Oui. Okay. Est-ce que le permis de bâtir qui a été délivré est en train d'être exécuté conformément à ce qu'on a validé? Et c'est où je parle de l'encadrement. Parce que parfois sur le terrain, il y a des choses qui changent. Parce que sur le terrain, le client arrive, déjà, il n'a pas l'obligation de prendre un personnel qualifié. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de contrainte. Donc, chacun va prendre un entrepreneur au quartier qui a l'habitude de construire un peu partout, parce que voilà, on cherche le moins cher. Oui. Ça commence d'abord là-bas. Et maintenant, ça peut aussi être lié à la mentalité des ouvriers, de ceux qui travaillent. Mais pour moi, globalement, c'est l'encadrement. Parce qu'on ne peut pas construire un bâtiment, par exemple, R+3 à Bafoussam, okay, une grande ville, c'est un bâtiment qui soit imposant. Oui. Normalement, dans la validation du permis de bâtir, c'est un bâtiment qui doit s'intégrer dans le développement urbain de la ville. Ça veut dire dans la construction, la communauté urbaine doit s'assurer à travers des équipes, des personnes qu'elle mandate, oui, pour venir s'assurer, ok, est-ce que c'est exécuté conformément au plan qu'on a validé? Maintenant, sur le plan de la sécurité des personnes et des biens, ben, ça concerne un peu tout le monde. Mais pour moi, je dis, c'est vraiment l'organisation. C'est-à-dire, si c'était organisé déjà, ok, pour la construction, et on oblige chaque entrepreneur
d'avoir par exemple un ingénieur en structure agréé, un ingénieur qui va faire les plans d'électricité agréés. Là, on est sûr que, ok, le jour où le bâtiment s'écroule, le jour où il y a incendie, voilà, on peut retracer. Parce que c'est même important pour les enquêtes. Oui. Parce que normalement, une communauté urbaine, elle doit maîtriser son parc de maisons. Je préfère dire ça comme ça. Chaque maison doit avoir son permis de... En cas d'incident, on peut remonter les informations. Chaque maison doit avoir son dossier. Oui. Donc moi, je pense que c'est plus lié à l'encadrement. C'est pas lié à la compétence. Non, les Camerounais sont compétents. La preuve, c'est que beaucoup sont débouchés à partir d'ici pour travailler dans des projets à l'international. Exactement. Alors, Pascal Godjo, je vois vous avez le PIN PMP. Ouais. Est-ce que vous qui êtes consultant, est-ce que vous êtes certifié PMP? Bien sûr, je le dis avec un grand sourire, je le dis avec une voix pleine de liesse. Parce que le PMP, c'est la certification de référence. C'est la certification la plus cotée Oui. en management de projet. Un PMP au Cameroun est un PMP aux États-Unis, est un PMP en Chine. Donc c'est une certification du standing mondial, comme je disais tantôt, nous sommes soumis aux mêmes épreuves. C'est la certification en fait qui démontre qu'on a les capacités de comprendre tout ce qui est lié au management de projet. Donc je suis PMP, c'est même l'outil que j'utilise le plus en consultation, parce qu'un consultant, c'est quelqu'un qui rencontre plusieurs types de personnes. Il rencontre des parties prenantes différentes, il rencontre des psychologies différentes. C'est quelqu'un qui doit avoir des soft skills pour s'adresser aux différents clients qu'il rencontre, aux différents intervenants dans des projets dans lesquels il est en train de travailler. C'est quelqu'un qui utilise les compétences du PMP pour gérer les conflits. Parce que dans les projets de construction en général, il y a des conflits. Oui. On se marche dessus, voilà. Donc il faut avoir, il faut faire montre d'un certain tact, il faut avoir des tips. Il y a des soft skills qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Effectivement. Et la certification apprend cela. C'est très 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 important. Pour moi, c'est ça qui a changé ma manière de percevoir les choses. Donc peut-être pour expliquer, le PMP, c'est la certification du PMI. Le PMI, c'est le Project Management Institute. C'est un projet américain. Oui. Voilà, le PMI a été fondé dans les années 69, voilà, par 5 professionnels de la construction. À l'époque, on était dans le développement industriel, il y avait beaucoup de constructions militaires, des industries et tout, voilà. Oui. C'était assez complexe et on se rendait compte que, voilà, on répétait presque les mêmes erreurs. Donc, ces professionnels se sont assis pour essayer, donc, d'évaluer les plus compétents. En fait, ils ont compris que le management de projet doit être érigé à une profession. C'est une profession à part entière. Oui. Et que voilà, et dans ça, il faudra définir le langage commun qui va faire en sorte que ceux qui sont dans la construction, le management de projet, ils se comprennent. Donc le PMP, la première certification du PMP, je crois que c'est dans les années 84. Donc ça s'est développé aux États-Unis avant de sortir. Ça s'est internationalisé dans les années 91 jusqu'au début 2000. Donc aujourd'hui, la communauté du PMI est certifiée. Il y a plus d'1,6 million personnes dans le monde. Wow. C'est un produit, il faut le noter, dominé aujourd'hui par les Chinois. Ouais. Les Chinois, ils sont dans les, on va dire 33% des certifiés dans le monde, ce sont des Chinois. Donc c'est un produit américain qui a été récupéré par les Chinois. Oui, puisqu'ils sont dans beaucoup de chantiers, de projets structurants. Bon, la corrélation qu'il faut faire ici, c'est que quand on regarde le niveau de développement des premières puissances économiques, premières puissances militaires, il y a un lien avec le nombre de certifiés. Donc, avoir une certification PMP et surtout en étant professionnel dans un domaine, ça réduit le taux d'échec du projet. Donc pour moi, ça veut dire que la certification est un élément central. Donc j'invite, s'il faut être un consultant professionnel. J'invite tous ceux qui veulent faire du management de projet. Le management de projet est transversal. Oui.
il y a le management de projet dans le journalisme, Oui. dans la communication. Oui. Parce que pour gérer un événement, c'est un projet. Oui. Il faut penser en termes de ressources, en termes de modifications, changements, et penser au plan du métier. En fait, lorsqu'il y a un changement, il faut évaluer tout ce qui est risque, plan de contingence, de mitigation. En fait, tout un projet dans la vie, ça dépend du domaine. Donc, pour être un bon project manager, c'est vrai que moi, je recommande quand même d'avoir une base dans un métier précis. Oui. Parce que la certification, ce n'est pas un bâton magique, non. La certification, elle vient Confirmé. équiper un outil serviable, quelqu'un qui maîtrise son métier. Donc j'invite ceux qui sont jeunes et qui veulent être des consultants à avoir dans leur job plan une certification PMP. Et on fait comment pour avoir une certification PMP? Certification PMP, on a ce qu'on appelle des ATP, c'est des Authorized Training Partners du PMI. Et on en a, je pense à Bafoussam, il doit y avoir, à Douala, il y en a, à Patayondi, il y en a. Donc, rejoindre un centre de formation agréé par le PMI. Et ils font ce qu'ils appellent des bootcamps. Des bootcamps, ça dure généralement 3 mois. Donc, il faut parcourir tous les cours, tous les modules du management de projet. Après, il y a des examens blancs qu'il faut faire. Et voilà. Et quand on se sent prêt, peut-être après 6 mois, on peut passer l'examen. Alors Pascal Godjo, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour avoir vos services, pour vous rencontrer? Est-ce qu'il y a... Ok, aujourd'hui, voilà, je suis consultant, Oui. donc je suis ouvert à des opportunités de collaboration. Oui. Donc voilà, je suis basé à Douala. Donc voilà, pour me joindre, j'ai un numéro professionnel. Je ne sais pas si c'est possible. Bien sûr. Voilà, donc j'ai un numéro professionnel, c'est le 96 94 89 60. Donc je travaille sur plusieurs projets et également je suis partenaire dans la société Ciatec Group, qui est un bureau de contrôle technique, Oui. qui est représenté au Sénégal, qui est représenté au Congo. Donc j'ai plusieurs amis avec qui je travaille, avec qui voilà, nous sommes en train de construire la filiale du Cameroun. Donc on travaille avec plusieurs partenaires déjà, avec plusieurs sociétés. Bon voilà. Donc en marge de ça, je suis consultant. Voilà. Alors Pascal Godjo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était un plaisir, voilà, d'être sur votre plateforme et j'admire véritablement l'ardiesse, la différence avec laquelle voilà, Merci. cet entretien a été conduit. Merci à vous également de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité avec qui on abordera un sujet pertinent lié à l'actualité du Cameroun et de sa diaspora, des personnes ressources qui nous permettent de comprendre comment le Cameroun avance. Je suis Orlus Fosso. À très vite pour une nouvelle édition de Gouvernance locale en marche.